Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout l'appui. Franchement, on peut pas demander mieux. On est vraiment choyés. L'appui, les commentaires, les likes, les partages. Toutes ces belles choses-là, on vous remercie énormément. Si vous êtes ici pour la toute première fois, allez nous trouver sur YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne, ça nous aide énormément, ainsi que sur tous les réseaux sociaux et les plateformes audio. On est sur Spotify, Apple Podcast, on est sur Amazon. Donc, faites toutes ces belles choses-là. On vous apprécie énormément, ça nous aide. Salim, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Écoute... les plateformes, effectivement, nos plateformes, on est présent sur toutes les plateformes quasiment, là. Puis les plateformes audio ont un succès quand même assez important. C'est drôle parce que à la base, les gens ont écouté beaucoup plus sur YouTube, puis peut-être parfois aussi sur d'autres plateformes sociales comme Facebook. Puis là, honnêtement, c'est surtout Spotify là, qui est... Moi, je trouve ça très intéressant parce que on connaît des vagues. Hein? Tu sais, au début, comme tu as dit, tu as raison, c'était plus le vidéo, les plateformes vidéo qui fonctionnaient. Puis, on regarde, on n'a pas un auditoire monstre là pour parler de statistiques, mais quand même, on voit un peu des tendances. Puis, le vidéo à un moment donné a baissé, mais c'est l'audio qui a pris. Puis là, c'est fou quand même de voir un peu la transition puis les habitudes des gens sur ce type de plateforme-là. Mais alors, quand on dit l'audio a pris, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas accès à la vidéo, parce que sur Spotify... Il y a les deux. Il y a les deux, c'est-à-dire les gens peuvent aussi l'écouter en vidéo, mais c'est juste que traditionnellement, Spotify, c'est effectivement plus audio que vidéo. Moi, j'imagine que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans leur auto et que parfois, c'est plus facile d'écouter sur ton auto lorsque tu es sur Spotify, d'autant plus que Spotify, tu peux le jouer en arrière-plan sur ton téléphone intelligent, iPhone, Android et autres, alors que YouTube, tu peux pas le jouer en arrière-plan. À moins que tu payes le YouTube Premium. Si, si t'es abonné à ça, je pense que tu peux faire ça. Ah oui, bon ben en tout cas, regarde, mais je sais, dans ce cas-là, je sais pas pour Spotify, je paye mon Spotify, donc je sais pas, peut-être que c'est une option parce qu'elle était payante, je sais pas. Mais en tout cas, continuez de nous écouter, on aime ça. Vous nous écrivez aussi, on aime ça. Il y a quelques suggestions qu'on a vu passer. Très drôle en passant, très drôle. C'était quoi son nom? Simon! Simon! Ouais, mon Simon! Il était très poli et il m'a demandé de me taire. Je lui ai dit que c'était réglé, que toi t'allais plus rien dire. Il y avait un problème parce que apparemment Salim m'interrompt beaucoup. Moi, ça m'a pris par surprise parce que je pensais que c'était moi qui t'interrompais beaucoup plus souvent. Puis là, c'est ça. Salim m'a dit, ben regarde, on va le régler le problème. On va juste arrêter de faire parler George. J'avais pas... habituellement, en tout cas, regarde, je veux pas trop dire de bêtises parce que les gens nous écoutent, fait qu'ils sont capables de se faire leur propre idée, mais j'avais pas le sentiment nécessairement que cet épisode-là, je te coupais, mais plus genre, tu sais, genre, attends, avant d'aller là-dessus, il y avait d'autres choses avant, là, mais tu sais... mais c'est aussi la beauté du podcast. Pas de se faire couper parce que c'est sûr que c'est pas agréable pour les gens qui écoutent, mais ni pour les gens qui discutent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté un peu entre guillemets plus naturel. Donc, tu sais, on parle pas comme ça comme on parlerait si on était à la radio. Mais c'est ça, il n'y a rien qui est scripté. Hein? On n'a pas de script, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est écrit. On choisit les thèmes qui font jaser pas mal durant la semaine dans l'actualité. Et on jase, on parle de l'actualité, on parle de la politique, puis moi je trouve ça bien le fun, puis j'apprécie énormément que les gens commencent à l'apprécier de plus en plus. Ouais. On va commencer à Ottawa. Premièrement, c'est une semaine quand même qui a beaucoup de choses, hein, ça bouge pas mal. Oui, c'est une semaine, il y a quand même pas mal d'affaires. On apprend que Mme Freeland a quitté le cabinet de M. Carney. Apparemment, elle va être
une sorte d'envoyé spécial du Canada pour la question ukrainienne. Je suis pas sûr d'avoir exactement compris quel était ce rôle-là spécifiquement. Je pense qu'ils n'ont pas encore communiqué trop encore ce que c'était. Est-ce que c'était un rôle, entre guillemets, politique? Parce que là, ce que je comprends, c'est que Mme Freeland, elle demeure députée au moment où on se parle. Ouais. Donc, est-ce qu'elle demeure députée parce que c'est un rôle politique qu'on veut lui donner? Genre, quand je dis politique, c'est-à-dire littéralement comme élue, donc elle resterait à la Chambre des communes. Je ne suis pas certain que c'était ça. Moi, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, elle quitterait la Chambre des communes pour jouer un rôle d'envoyé pour le Canada, là, pas pour Carney, si tu veux, pas pour... C'est à vérifier. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais c'est ça que j'ai compris aussi. J'ai compris qu'il y aurait un poste canadien, comme un envoi canadien en Ukraine. Envoyé spécial. Un envoyé spécial pour la reconstruction ou les relations, ou on sait pas trop le rôle de cette position-là. Mais tu as raison de dire qu'elle demeure députée. Et qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'elle est députée jusqu'à ce que ce poste-là soit créé pleinement, puis là, elle quitte? Est-ce qu'elle va rester faire les deux? Puis là, ça va être vraiment étrange parce que tu sais, t'es député au Parlement, tu dois représenter tes commettants, tes électeurs, mais ta concentration principale se trouve en Europe de l'Est où ça n'a rien à faire avec les gens qui t'ont élu. Donc, moi, je vois mal comment elle peut garder ce poste-là comme députée une fois qu'elle aura assumé ses pleines fonctions à ce nouvel poste. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, est-ce que ça va être un poste politique, tu sais, genre, c'est-à-dire ce ne serait pas nécessairement ministre, mais tu sais, genre, ça arrive. Tu peux donner une mission à un député quand tu es PM. Là. Emmanuel Dubourg avait eu une mission au moment du tremblement de terre en Haïti qui lui avait été donnée par Jean Charest à l'époque au provincial. Mais par la suite, quand il y a eu la crise des migrants haïtiens, Justin Trudeau lui a donné une autre mission. Tu sais, donc, ça peut arriver. Est-ce que c'est ce genre de mission? C'est pas ce que j'ai là. Non. C'est pas mon impression. C'est pas ce que j'ai compris. Mais en même temps, le doute, il subsiste en raison du fait qu'elle soit encore députée. Elle n'est pas officiellement démissionnée. Il doit peut-être y avoir une raison à ça. Peut-être parce que au niveau du bureau de M. Carney, ils savent qu'il y aurait peut-être potentiellement d'autres départs et qu'il faudrait que ça se fasse en même temps pour qu'il puisse y avoir de potentiel partiel en même temps. Mais il reste quand même une autre affaire. Dans ce cas-là, pourquoi il n'est pas resté ministre jusqu'à temps qu'il y ait cette nouvelle... Tu sais, je veux dire, c'était pas nécessaire de quitter maintenant. Tu sais, il n'y a pas d'avantage spécifique. Admettons, si c'est dans un mois qu'elle doit quitter, tu sais, elle aurait pu rester encore un mois. Là, tu sais, ils auraient regardé ça secret encore quelques semaines. Je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Il y a beaucoup de points d'interrogation, Salim, puis je vais revenir un peu ici à Ottawa. Mais un point d'interrogation, moi, qui m'a sauté tout de suite, puis il y a très peu de personnes qui ont parlé. Si on crée un poste d'envoyé spécial à l'Ukraine, c'est sûr que, bon, il y a un conflit qui se passe. Le Canada, comme pays, a des intérêts directs en tant que membre de l'OTAN. Puis, mais moi, la première chose que j'ai pensé, c'est est-ce qu'il y a une entente qui arrive bientôt? Est-ce qu'en arrière-scène, quelque part, il y a quelque chose qui va se régler entre l'Ukraine et la Russie et on va entrer en mode, en phase 2, là, reconstruction, les relations, toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est la première chose que moi je pensais. La deuxième chose, c'est au niveau politique maintenant à Ottawa. Je pense que tout le monde savait que Chrystia Freeland envisageait toujours quelque chose à l'international. On en a discuté tellement, puis il y en a eu même des rumeurs auparavant de ses intérêts à l'international. Moi, la question, c'est, on vient d'avoir une élection fédérale. Si tu n'envisages pas terminer ton mandat, pourquoi même faire l'élection? Puis j'écoutais, je pense que c'était Michel Courchain sur Radio-Canada qui disait ça. Elle a absolument 100% raison. Quand tu t'engages à rentrer en politique, tu t'engages pour ton mandat au complet. Tu te donnes, à moins qu'il y ait quelque chose qui arrive, là, urgent, santé, famille, whatever. Et je suis tout à fait d'accord avec elle.
c'est un mandat que tu prends puis tu le consacres à tes concitoyens, à ton pays, à ta province, à ta ville, whatever. Il faut que tu t'engages pleinement dans ce travail-là. Bon, regarde, les opportunités, on sait comment c'est. Des fois, on ne veut pas fermer la porte ou il y a des portes qui s'ouvrent, qu'on doit les prendre. Tout ça, ça fait partie de la game, tu comprends? Mais je vois mal comment quelqu'un qui saute dans ce game-là puisse par la suite, après 1-2 ans, dire « ça ne m'intéresse plus, je vais aller ailleurs ». Tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça parce que t'as amené tes concitoyens jusqu'à à un point où tu as eu besoin de leur appui, de leur vote. Et pour moi, je le vois comme un abandon. C'est comme ça que je le vois. Puis pourquoi le faire? Si ça t'intéresse pas, pourquoi le faire? La deuxième chose que j'ai pensé, donc c'était ça, mon réflexe. Pourquoi rentrer en politique si tu ne crois pas que tu vas terminer ton mandat, que ce soit un mandat minoritaire ou majoritaire, whatever. L'autre chose, la deuxième chose, c'est un peu plus stratégique, un peu plus dans... C'est tellement hypothétique, là. On apprend qu'au mois de novembre, il va y avoir un budget à Ottawa. On apprend aussi que ça va être un budget avec un déficit monstre. Si les gens qui nous écoutent pensaient que jusqu'à présent, Justin Trudeau dépensait comme un fou et qui présentait des déficits records, attendez-vous là à voir ce qui s'en vient au mois de novembre. Comment tu fais comme ancienne ministre des Finances, là, elle n'est pas ministre des Finances, on s'entend, mais elle va devoir voter pour ce budget-là. Et je crois que peut-être qu'il y a un malaise comme ancienne ministre qui, en passant, on rappelle aux gens, elle a démissionné de ses fonctions parce que clairement, elle avait des problèmes à déposer le dernier budget de Justin Trudeau. Et en plus, Justin Trudeau, comme on va pas dire le nom, là, il lui a dit, regarde, après que tu vas déposer ton budget, 2 jours plus tard, je vais te renvoyer. Donc, donc comment tu fais pour dire, OK, je vote en faveur pour ce budget-là, quand c'est toi qui as créé tout ce chaos dans ton parti à cause de ce budget-là, ou du précédent budget? Et là, il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu as dit. Bon, d'abord, sur la question de l'Ukraine, Russie, etc., non, je ne pense pas qu'on l'envoie pour des histoires de reconstruction parce qu'on pense que c'est peut-être terminé, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, etc. Moi, je pense que c'est des choses qui vont encore durer longtemps. Puis même s'il devait y avoir des accalmies, les enjeux vont être encore très, très, très présents. Les négociations vont être très, très, très présentes. Les garanties de sécurité vont être de grands enjeux encore pour les Européens. Moi, je pense que c'est plutôt le Canada qui essaye de se rapprocher de l'Europe encore beaucoup parce que, au sud de la frontière, on les aime, nos voisins, amis, familles du côté américain, mais le problème, c'est que on dirait que cet amour n'est pas nécessairement réciproque en ce moment, à tout le moins. Et donc, le Canada essaye de voir ailleurs. Bon, je ne spéculerai pas exactement pourquoi elle, au-delà du fait qu'elle a une affection particulière pour l'Ukraine, elle parle ukrainien. Ses 2 grands-parents du côté de sa mère, je crois, sont ukrainiens, nés peut-être même en Ukraine, etc. Donc, bon, regarde. Chrystia Freeland qui se retrouve sur la scène internationale, c'est pas quelque chose qui surprend. Ouais. Elle en faisait déjà un peu de relations internationales avant même de rentrer en politique. Puis elle en a fait ensuite à titre de ministre du Commerce extérieur quand elle a négocié la fin des négociations avec l'Union européenne sur le CETA. Puis bien sûr après la première négociation de l'ALENA, qui est devenue la CEUM. Puis elle a été ministre des Affaires étrangères aussi pendant un bon bout. Donc, il n'y a personne qui est surpris. Sur la question ensuite, je vais arriver sur le budget, mais avant, tu avais aussi parlé d'un autre truc, c'était le fait qu'elle s'est présentée. Bon, écoute, je vais te dire, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand tu décides de te représenter, tu t'engages auprès d'une population à la représenter pendant un mandat. Bon, d'habitude, c'est un mandat qui va jusqu'à 4 ans. Là, c'est minoritaire, donc techniquement, ça devrait être moins que 4 ans.
Donc oui, a priori, on pourrait dire, c'est un peu plate, là, tu sais, je veux dire, on aurait voulu quelqu'un qui aurait fait tout le mandat, qui n'aurait pas forcé une élection partielle. L'élection partielle, elle ne coûterait pas $1 million à organiser. Tu sais, je comprends tout ça. Mais en même temps, je comprendrais davantage cette critique, là, tu parlais de Michel Courchaine, une critique avec laquelle je suis pas mal d'accord, ou tout du moins partiellement d'accord, dans le sens qu'il y a moi j'y apporte quelques bémols, hein, ça veut dire que sur le fond, je suis d'accord, mais sur le fond, je suis d'accord quand tu es peut-être dans un premier mandat ou peut-être au début d'un deuxième, tu sais, je veux dire, là, si tu pensais déjà à la fin de ton premier mandat que tu n'allais pas finir ton deuxième, peut-être que tu n'aurais pas dû y aller. Mais Chrystia Freeland, là, elle est là depuis 2013. Elle est rentrée elle-même dans une partielle. Ça fait déjà 12 ans. Elle a fait près de 10 ans comme ministre. Elle a servi énormément. Puis là, elle n'a pas décidé de partir pour dire « Ah, moi, je vais aller à côté de ma famille et tout. » Non, c'est pas ça. D'ailleurs, je trouvais que c'était très élégant de sa part de dire « Regardez, moi, je ne quitte pas pour me rapprocher rester proche de ma famille ou quoi que ce soit. Ma famille et moi, on a trouvé que c'était un privilège pour nous que de servir le Canada et les Canadiens. » Tu sais? Donc, elle n'a pas sorti une excuse bidon comme ça. Elle n'a pas décidé de quitter maintenant pour aller travailler dans une multinationale du secteur privé en se disant, regarde, au diable, le $1 million que va coûter l'élection partielle que je déclenche par mon départ. Non, elle s'en va dans un rôle de service public aussi. Et sais-tu quoi? Si elle est considérée la meilleure ou l'une des meilleures pour jouer ce rôle-là, étant donné son expérience politique, étant donné les rôles politiques qu'elle a déjà eus, étant donné sa sensibilité personnelle, étant donné son réseau, parce que Chrystia Freeland a un énorme réseau aussi, sais-tu quoi? Peut-être que ça peut se justifier. Donc ça, c'était le deuxième élément que tu as abordé. Troisième élément que tu as abordé. Bon, sur le budget. Puis là, ça, c'est là le bout le fun de la discussion. C'est le bout où on est un peu moins d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas complètement... On est d'accord sur certains aspects, mais tu vas voir là où je diffère un peu de ton point de vue. Bon, là déjà, si tu m'avais dit... Ouais, mais tu sais, Salim, c'est plus... tu sais, ils sont minoritaires, les libéraux, en ce moment, mais ils sont quand même... presque majoritaire, tu sais, ils sont en quelques... Est-ce que ça vaut la peine d'avoir 2, 3, 4 députés en moins quand tu as besoin de 2, 3, 4, 5 députés en plus juste pour t'assurer que ça passe? À mon avis, ça ne sera pas trop un problème parce que je crois que les conservateurs vont voter en faveur de ce budget-là. Et s'ils ne votent pas en faveur, ils vont voter minimalement en faveur, c'est-à-dire peut-être pas tout le caucus conservateur, mais juste le nombre de députés. Pour que ça passe. Ouais. Pour dire, on ne peut pas voter contre parce qu'il y a là-dedans bien des choses que nous-mêmes nous prônons. Mais en même temps, on est l'opposition officielle, puis on n'est pas censé donner une free ride, comme on dit en anglais, au gouvernement. Donc, bon, ça c'est une chose. Ensuite, tu me parles de stratosphérique comme budget. Bon, déjà, oui. À la base, je pense que c'était la gestion des finances publiques sous Trudeau qui était problématique, plus que sous Carney. Parce que même si aujourd'hui, on va dire que c'est plus, c'est aussi dans un contexte qui est extrêmement particulier. Un contexte de guerre tarifaire, un contexte où le commerce avec les États-Unis s'est contracté, qui est moins fluide à plusieurs égards, etc. Donc, c'est pas nécessairement très bon. Un contexte, c'est aussi un contexte où la réalité, George, c'est qu'on ne pourra pas équilibrer ce budget-là. En tout cas, pas à court, moyen terme, ça c'est sûr. Mais Carney lui-même est arrivé en disant « Guys, moi je veux faire un budget séparé en deux. Celui des opérations et celui des investissements.
Tu vas me dire, ouais, mais Salim, c'est des dépenses pareilles. Au final, est-ce que tu es dans le rouge? Oui, tout à fait. Mais c'est pas complètement con ce qu'il dit. Au contraire, moi, honnêtement, personnellement, j'y adhère. Voilà, on peut ne pas être d'accord quand je dis on, pas nécessairement avec toi, mais je veux dire avec les gens qui nous écoutent. Là. Moi, j'y adhère parce que moi, s'il arrive le 4 novembre prochain avec des opérations, c'est-à-dire une sorte de budget des opérations qui est équilibré, je vais me dire, ah, OK, bon, ça veut dire au moins que le fonctionnement du gouvernement au jour le jour, il n'est pas déficitaire. En gros, c'est comme une famille, elle va pas avoir une dette d'épicerie sur sa carte de crédit. Parce que la dette de carte de crédit, c'est la pire dette. Ouais. Parce que ça, normalement, ça devrait rentrer dans ton budget et ne pas avoir de dette. Par contre, ce qu'on appelle en plus la bonne dette, c'est les investissements. Donc, par exemple, si tu as une propriété et pour laquelle tu as une hypothèque, ben ça, c'est une bonne dette parce que cette hypothèque-là, oui, peut-être que c'est une dette, mais au moins, c'est un investissement, c'est un actif que tu as aussi. Tu sais, c'est pas... Alors, c'est le même principe pour le gouvernement. Puis là, le gouvernement, moi, s'il arrive à équilibrer les opérations ou à se rapprocher d'un équilibre des opérations, je te dirais que ça serait la bonne nouvelle pour le Canada et les Canadiens. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on soit loin du compte sur la question des opérations. Maintenant, sur la question des infrastructures, mais ça, c'est sûr qu'on va être dans le rouge. C'est sûr qu'on va être dans le rouge. Parce que malheureusement, en fait, d'abord, parce que nos revenus sont inférieurs à nos dépenses. Ça, c'est sûr. Et ensuite, parce que les dépenses, les investissements, ça coûte cher. Puis les domaines dans lesquels on veut investir, qui sont des domaines extrêmement importants, coûtent cher. On veut investir en logement. Trump, il disait « drill, baby, drill ». Mark Carney, lui, il dit « build, baby, build ». Parce qu'on a besoin de logements. On en a besoin, mais ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Puis le logement, c'est pas juste construire des appartements et des maisons, c'est aussi construire les infrastructures autour qui te permettent d'avoir des maisons et tout. Là, t'sais. Donc, ça coûte très, très cher. Tout ça, c'est des investissements. L'autre chose dans laquelle on doit investir, dans un monde très incertain, avec une guerre au Moyen-Orient, avec une guerre en Europe, avec des États-Unis qui veulent plus nous protéger, écoute, même qui nous ont presque un peu menacés là, dans les derniers mois avec leurs histoires d'annexion, puis de je sais pas trop quoi, etc. Les Américains qui disaient bah oui, mais nous on se sent plus en sécurité avec vous au nord parce que vous n'investissez pas dans votre sécurité, parce que l'OTAN, ça faisait des années qu'on était la risée de l'OTAN parce qu'on ne mettait pas ce qu'on aurait dû mettre dans l'OTAN, c'est-à-dire 3% de notre PIB. Là maintenant, l'OTAN demande 5% du PIB. Alors, qu'est-ce qu'a dit Carney? Ben, on va investir dans le militaire. De toute façon, on n'a pas le choix. Le monde est hyper incertain. Ouais. Tout le monde est autour de ça. Les Européens ont parlé de 900 milliards d'euros. Donc, quelque chose comme 900 milliards, c'est-à-dire quelque chose comme 1250 ou 1300 milliards de nos dollars à nous. Là, je ne sais pas si tu imagines ce que c'est. En tout cas, moi, j'arrive pas à imaginer parce que je parle pas en millions et en milliards, moi. Mais non, mais c'est sérieusement. Fait que oui, il va y avoir des trucs là-dessus. Est-ce que Chrystia Freeland, parce que tu vas me dire c'était ça le sujet, mais t'as amené la question du déficit, fait que j'étais un peu obligé d'en parler, mais est-ce que Chrystia Freeland, elle va voter pour ça? Ben, tabarouette. Elle a beau avoir claqué la porte de Justin Trudeau, elle a claqué la porte de Justin Trudeau parce qu'il a mal géré ses affaires, mais la réalité, c'est que elle était là, elle a approuvé tout ça, elle était solidaire des décisions. Ouais. Et s'il y a un méchant déficit, elle en est aussi co-responsable avec les gens autour de la table. Et elle n'était pas la numéro 28 du gouvernement. Elle était la numéro 2 du gouvernement. Ouais. L'autre chose qu'on se pose comme question, c'est la vieille gang rapprochée de Trudeau. Parce que, dans le fond, c'est ça, Chrystia Freeland, en même temps, c'est ça qu'elle représente. Mais c'est pas juste elle. On entend des rumeurs, par exemple, M. Lametti. M. Lametti, qui était l'ancien ministre de la Justice, qui a quitté et qui est devenu un conseiller spécial de M.
Secrétaire particulier, en fait. Ouais, du premier ministre Carney. Quelqu'un de très influent au bureau de M. Carney. Exact. Donc, lui, aux dernières nouvelles, il s'en irait comme... ambassadeur à l'ONU. Il y a d'autres rumeurs qu'on attend. Par exemple, Bill Blair qui irait comme ambassadeur à Londres. Il y a M. Wilkinson, M. Duclos. Tous ces gens-là qui étaient dans la garde rapprochée, si on peut dire, de Justin Trudeau, que M. Carney a trouvé une façon très respectueuse de leur dire merci, ciao, comme Justin Trudeau d'ailleurs avait fait avec Stéphane Dion, on se rappellera de ça. Pas juste de Stéphane Dion, il y avait aussi l'ancien ministre des Finances là, qui l'avait envoyé ambassadeur en Chine. Là, il est bien connu, c'est juste que mon cerveau... Je pense qu'il est décédé récemment, lui. Oui, je pense qu'il est décédé récemment, effectivement. J'oublie son nom. je crois qu'il est décédé récemment. Ouais. Ça me dit quelque chose. Mais en tout cas, donc, c'est une façon respectueuse de dire, regarde, on a tourné la page, on est dans un nouveau chapitre, merci beaucoup. Voici des postes un peu respectueux, un peu, c'est quoi le mot là, un peu... reconnaissant. Et merci pour votre service. Mais encore là, revient la question... C'était pas quelque chose comme McCallum? McCallum, ouais, c'est ça. Ouais. Es-tu décédé? Je pense que oui. Je pense que peut-être au début de l'année, je pense ça me dit quelque chose en tout cas. Non, en fait, le 21 juin à Mississauga, le 21 juin dernier, il est décédé, effectivement. Okay. John McCallum. Okay. C'est ça, effectivement. Donc oui, effectivement, oui. Donc ça c'est l'autre. Donc ça c'est l'autre question. Mais et là arrive la stratégie. Tu rentres dans un nouveau parti. Il y a déjà le chaos, on se rappellera tous, on en a assez parlé d'ailleurs sur le podcast de tout ce qui est arrivé avec Justin Trudeau. Mark Carney arrive, les libéraux miraculeusement réussissent à complètement virer la trajectoire du parti, gagnent les élections avec presque une majorité. Est-ce que, comme Mark Carney, quand tu rentres là-dedans, tu dis, guys, 1, 2, 3, 4, 5, ciao, bye, j'en ai pas besoin. Tu peux pas faire ça non plus, tu comprends? Donc, il y a une façon un peu stratégique, je veux dire, un peu plus progressiste, diplomatique, de dire, regarde, on va s'en occuper plus tard, don't worry, vous êtes dans mon rétroviseur, mais c'est pas vrai que je vais vous garder jusqu'à la fin de mon mandat. Écoute, t'as peut-être raison d'avoir cette interprétation-là. Moi, je suis quand même un peu plus prudent dans cette interprétation. L'avenir, j'imagine, relativement rapproché, va pouvoir nous le confirmer ou nous l'infirmer. J'ai pas l'impression que c'était une façon de leur dire « OK, bye, ciao, j'ai plus besoin de vous ». Parce que la réalité, c'est qu'il a presque une majorité. Puis, franchement, c'est plus facile s'il devait y avoir un vote serré aux communes, c'est plus facile d'aller chercher 3, 4, 5, 6, 7 députés pour pouvoir l'aider à passer à travers que d'en perdre une couple là, qu'il a envoyée ici et là. Je suis pas sûr. Puis, tu sais, il faut faire aussi attention parce que quand tu déclenches des partiels, tu sais pas... tu sais pas comment ça peut fonctionner, tu sais pas comment ça pourrait tourner parce qu'une partielle... ça veut dire, par définition, c'est pas le moment où tu choisis ton gouvernement. Donc, ça se peut que ce soit aussi le moment pour l'électorat d'une circonscription de dire, bah tiens, on va essayer un autre parti, puisque... Donc, mais ça tombe bien, Salim, puis ça met une certaine pression politique, alors qu'au moment où on se parle, un gars comme Mark Carney, il est tellement concentré sur son rôle de premier ministre que je suis pas sûr qu'il a envie de gérer des histoires de partiels. En revanche, il y a dans la vie, et particulièrement en politique, dans la vie politique, il y a l'idéal. L'idéal, George, c'est toutes ces règles non écrites dont toi et moi, on raffole, qu'on aime, qu'on aimerait appliquer quasiment en toutes circonstances, puissent s'appliquer. Sauf que ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'un gars comme Carney arrive... Il hérite d'une situation plutôt chaotique, celle de Trudeau, mais
il a quand même eu la chance d'hériter de cette situation chaotique dans un contexte de guerre tarifaire avec les Américains qui lui a permis de gagner les élections. Mais là, il se retrouve littéralement avec une équipe quasi copier-coller. Il a presque pas eu l'opportunité de faire des... De sélectionner son équipe. Oui, bien sûr qu'il y a quelques personnes qui n'étaient pas là avant. L'ancien maire de Vancouver, qui est d'ailleurs ministre, je crois, du logement en ce moment. L'ancien Evan Solomon, là, qui est l'ancien c'est un journaliste animateur à CBC, si ma mémoire est bonne. Ou CTV? CBC, whatever. CBC, ouais. Qui est aujourd'hui ministre du numérique ou je sais pas trop là, puis de l'intelligence artificielle. Ce serait le fun de l'avoir, mais je sais pas s'il parle français, je crois pas. On pourrait le faire en anglais, mais on n'est pas un podcast anglais. Alors, l'autre affaire, c'est que, tu sais, oui, il y en a quelques-uns ici et là, mais fondamentalement, tu sais, je veux dire, les gros joueurs, les gens autour de la table, etc., c'est des gens... Fait que là, écoute, il y a des gens qui se sont dit, bon, je pense qu'on a fait notre temps. Ou lorsque M. Carney a monté son conseil des ministres, puis qu'il les a laissés sur la touche, il leur a dit, écoutez, j'ai rien contre vous personnellement, mais il se trouve que faut que je mette ce gouvernement-là à ma couleur et j'ai besoin de place. Puis vous, par exemple, M. Jean-Yves Duclos, j'ai rien à vous reprocher. Vous êtes un bon gars, un chic type. Vous avez été un ministre qui a pas fait de vagues pendant 9 ans et plus. Mais là, c'est le temps pour moi de nommer quelqu'un d'autre dans la région de Québec. Puis si je vous nomme encore, ben, je pourrais pas rentrer un Lightbound, par exemple, dans la région de Québec, qui a d'ailleurs une région de Québec qui a donné un député de plus au Parti libéral du Canada, là, en passant. Donc, tu sais, tu comprends qu'à un moment donné, tu hérites d'une situation qui est compliquée. Alors, quand tu dis ça à ces gens-là, ben, ces gens-là, ils se disent, ben, you know what? C'est vrai que ça fait longtemps que je suis là. Tu sais, M. Duclos, là, il s'est fait élire en 2015. Là, ça va faire 10 ans au mois de novembre. Ça se peut qu'ils se disent, bon, ben, je pense que je suis rendu à de faire autre chose. Ben, de faire autre chose, mais ça veut pas dire autre chose, je m'en vais dans le privé ou je retourne comme prof, parce que lui, à la limite, il est professeur d'économie, il pourrait retourner à l'Université Laval où il est reconnu comme étant un très, très, très bon professeur d'économie, une très bonne tête économique. Ben, mais peut-être ça se peut que ce soit le service public. Est-ce qu'il pourrait être ambassadeur quelque part? C'est pas impossible. Ouais. Tu sais, c'est une option. Par contre, moi, j'y penserais quelques fois avant ça parce que un comté, une circonscription à Québec, d'ailleurs, qui s'appelle... Cette circonscription s'appelle Québec. Attention, c'est ce que je te disais tantôt. Dans une élection générale, tu peux gagner parce que tu vises à faire élire quelqu'un premier ministre ou un parti au pouvoir, mais dans une partielle, les gens pourraient ne pas aller voter, d'une part. D'autres, ils vont se dire, ouais, pourquoi on n'essaierait pas un conservateur? On ne sait jamais, ça peut arriver. Ouais. Non, c'est un bon point. On parle de fédéral, on va faire le pont avec le Québec parce qu'il y a quelque chose de majeur qui se produit cette semaine, spécifiquement sur la loi 21 de François Legault. Pour ceux, un petit rappel, la loi 21, c'est la loi sur la laïcité. Une loi sur laquelle M. Legault a fait recours à la clause dérogatoire de façon préemptive, même avant que cette loi-là soit contestée. Et on rappelle aussi que les tribunaux au Québec, ils ont dit que cette loi-là, techniquement, la façon qu'elle est écrite ne serait pas constitutionnelle. Mais il n'y avait presque pas de choix parce que le gouvernement a utilisé son droit à la clause dérogatoire. Et bon, ça a été contesté. On est arrivé à la Cour suprême. Puis là, le gouvernement fédéral a déposé un mémoire sur lequel on est en train de se poser la question, est-ce que les provinces ont le droit d'appliquer ou de faire appel à cette clause dérogatoire de façon préemptive comme l'a fait M. Legault. Et c'est le gros débat maintenant parce que on dit, coudon là, qu'est-ce qui se passe ici? On a des juges
qui vont se mêler d'une pratique politique selon laquelle, techniquement, selon la Constitution, on a des droits. Donc, il faut faire attention, attention. Il faut faire attention. Les juges ne s'ingèrent pas. Les juges, ils ont pas... Il n'y a personne qui... Il n'y a pas un juge qui s'est réveillé un matin il s'est dit, je vais m'ingérer. Non, c'est pas ça. Je dis qu'à travers la décision que va bientôt prendre la Cour suprême sur l'utilisation de cette clause-là... De manière préventive, De manière préventive. C'est comme si tu viens dire aux provinces, bon, le droit qui vous est accordé dans la Constitution... Attention comment vous l'utilisez. Donc, on est un peu like on thin ice, comme on dit. Ah non, mais c'est sûr. C'est franchement pas un sujet facile. D'abord, il y a quelque chose de super important que j'ai envie de dire concernant le fédéral et la loi 21. La loi 21, c'est une loi du gouvernement du Québec, que le gouvernement du Québec a déposé, fait adopter à l'Assemblée nationale en 2019. Effectivement, il y a une clause dérogatoire de manière à ce qu'elle ne soit pas contestée. Et évidemment, quand tu l'utilises de manière préventive, ça veut bien dire que tu le sais au fond de toi, même si tu ne vas pas l'avouer. C'est le cas de la CAQ, du gouvernement de la CAQ. Ils ne veulent pas avouer que c'est une loi qui viole la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte des droits et libertés aussi canadienne. Tu sais? Ouais. Donc nos chartes qui sont le reflet de nos valeurs, des libertés que les gens peuvent avoir au Québec et au Canada. Tu sais. La CAQ savait que ça passerait pas, donc ils l'ont mis de manière préventive. Donc dans le fond, c'est vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. C'est-à-dire si vous sentez comme citoyen lésé, vous n'avez pas de moyen de vous défendre parce qu'on utilise la clause dérogatoire. C'est exactement ce qu'a fait la CAQ. Bon, c'est allé en cour supérieure, en cour d'appel. Maintenant, on est rendu en cour suprême. La Cour suprême doit effectivement comme tu l'as très justement dit, se prononcer sur est-ce que oui ou non, l'utilisation préventive de la clause dérogatoire est constitutionnelle ou pas. Et ça, c'est très important parce que, oui, c'est vrai que la Constitution du Canada a permis ce qu'on appelle une clause d'exception. Clause d'exception, donc ça veut dire que c'est quelque chose que tu utilises de manière exceptionnelle, où tu peux suspendre temporairement. C'est pendant 5 ans. 5 ans. Et tu peux le renouveler. Renouvelable, c'est ça. Mais il y a une raison pour laquelle c'est 5 ans. C'est parce qu'on considère que c'est une mesure d'exception temporaire. Et en théorie, c'est-à-dire, il faut l'analyser un peu. C'est-à-dire que la raison pour laquelle elle est temporaire, c'est parce que tu pars du principe que c'est une anomalie que d'enlever la possibilité de contester une loi que tu estimes vient brimer tes droits. Tu comprends? Mm-hmm. Donc, normalement, un gouvernement, il se dit, bon, ben, d'ici 5 ans, je vais régler ça. Je vais trouver le bon équilibre, etc. Si c'est peut-être pas après 5 ans, c'est après 10 ans, parce que tu l'auras peut-être renouvelé une fois. Mais tu sais, la renouveler ad vitam aeternam, il y a quelque chose qui est un peu anormal dans le cas d'une procédure qui est une procédure d'exception. Mais ça, c'est une interprétation. D'autres personnes te disent, regarde, moi, mon interprétation, c'est qu'elle est sur la table, tu peux l'utiliser, puis il n'y a rien qui l'encadre dans est-ce que je peux l'utiliser avant, après, pendant, au-dessus, en dessous, peu importe. Là, en passant, M. Legault, je suis désolé de t'interrompre, M. Legault, il n'est pas le seul premier ministre à l'avoir utilisé de cette façon-là non plus. Hein? De manière préventive? Exact. De manière préventive, je pense que c'est le seul. Je pense que René Lévesque... non, ça je te garantis que... Non. Est-ce que... Non. D'abord, celui qui avait utilisé la clause dérogatoire, c'était M. Bourassa, le libéral, sur l'affichage. Puis M. Bourassa a réglé, après les jugements, etc., a réglé la question sans avoir à renouveler la clause de manière répétitive, etc. Parce que oui, parfois, il arrive
qu'il y ait quelque chose de, j'ai envie de te dire, de nécessaire et d'urgent, et etc. Tu règles ton problème, puis là, tu te dis, bon, ben là ça me donne ça donne un certain lousse au législateur d'une province ou d'un pays ou du pays pour rentrer dans l'ordre. Mais tu sais, tu essayes toujours de rentrer dans l'ordre. Même si, admettons, tu n'es pas arrivé dans les 5 ans, admettons, tu l'as renouvelé une fois, ça va. Mais l'idée de la renouveler tout le temps, ça veut dire, bon, ben, dans le fond, je suspends de manière indéfinie ce truc-là. Mais quand même, mais là où je veux en venir, George, c'est que là, tu as du monde qui te disent, elle est là, elle est présente, on peut l'utiliser comme on veut. Puis c'est là que la Cour suprême va devoir se prononcer pour dire, est-ce que, ben oui, c'est juste un outil, fait que tu prends l'outil puis tu l'utilises n'importe comment, ça se peut très bien que la Cour supérieure dise ça, ou alors la Cour supérieure pourrait aussi dire, ça, moi je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, on le verra avec le jugement, la Cour supérieure, suprême pourrait aussi dire, ben écoutez, la clause dérogatoire, on peut l'utiliser, mais après contestation. T'sais. Comme ça, ensuite, si un gouvernement est prêt à vivre avec une loi qui brime des droits ou qui est discriminatoire, comme la loi 21, mais au moins en mettant la clause dérogatoire, il le saura. C'est-à-dire, c'est en connaissance de cause, tout en sachant que je discrimine avec cette loi, je mets quand même ma clause dérogatoire. T'sais, donc ça se peut aussi que la Cour suprême dise ça. T'sais, ensuite, c'est des écoles de pensée. Les, entre guillemets, vieux de la vieille dans le monde du droit constitutionnel, etc., ils vont te dire, c'est une mesure d'exception, on devrait pas l'utiliser ou très peu l'utiliser, ou quand on l'utilise, c'est très exceptionnel, puis c'est très temporaire, etc., mais ça, c'est les vieux de la vieille constitutionnalistes, avocats, émérites, blabla. Puis là, t'as une nouvelle, si j'ai envie de te dire, plus nouvelle génération de juristes, d'avocats qui sont pas moins bons, qui, eux, ont une autre approche très différente. Ils te disent, OK, il n'y a rien qui dit, il n'y a rien qui encadre l'utilisation de la clause dérogatoire. Et par conséquent, on devrait pouvoir l'utiliser n'importe comment. Moi, j'ai du mal avec ça, honnêtement. Pourquoi j'ai du mal? Pas parce que c'est pas un droit qu'ont les provinces de l'utiliser. C'est juste que tu peux l'utiliser. Moi, honnêtement, si tu veux que je te dise le fond de ma pensée, moi, ce que je pense, admettons, tu sais, je l'ai dit souvent, je suis contre la loi 21 parce qu'elle est discriminatoire. Je suis pour la laïcité, la vraie laïcité. Pas la poudre aux yeux que jette Legault et son gouvernement sur les gens en disant que la loi 21 règle des trucs alors qu'elle ne règle rien du tout. La preuve, l'école Bedford. Mais bref, moi je suis contre la loi 21. Mais si la loi 21 se faisait battre par les tribunaux, mais que le gouvernement de la CAQ la veut pareil, ben la clause dérogatoire, il pourrait la mettre en place en disant, ben regarde, mais c'est ça la question, Salim. Ça change quoi d'abord qu'il l'ait utilisé de façon préventive? Ça change quoi? Parce que, comme tu dis, il aurait pu attendre quelques mois, 5, 6 mois, whatever, puis il dit, bon, de toute façon, regarde, ça change rien, je vais utiliser cette clause-là. Donc, ça change quoi s'il l'utilise avant ou après? Mais non, mais ça change. Je vais te dire, ça change. D'abord, tu permets à des... Tu laisses... on est dans une société démocratique. Il y a des citoyens qui se sentent lésés. Qu'est-ce que tu dis, toi, aux gens, d'habitude, quand ils te disent « Ah, mais moi, c'est illégal, telle affaire, etc. » Tu dis ben, « Conteste, porte plainte, va devant les tribunaux, va à la cour, etc. » Sinon, les gens, ils vont aller avec des battes de baseball se casser la figure. On est dans une société civilisée, là, donc on a un système de justice. Donc, si tu te sens lésé, si tu penses que le gouvernement t'a lésé dans tes droits, tu devrais partir en cour. La cour n'est pas obligée d'être d'accord avec toi. Ça se peut qu'ils te disent rentre chez vous, ta cause, je veux pas l'entendre, elle est pas bonne, là, point. Mais le citoyen qui se sent lésé devrait être en mesure de se défendre d'abord. Ça, c'est un. Ensuite ta question, elle est super importante. Tu vas me dire, c'est quoi la différence? Tu vas me dire. Tu m'as demandé, c'est quoi la différence? Ben, la différence, George, c'est qu'on est au niveau politique.
Puis au niveau politique, tu dois vivre aussi avec les conséquences politiques de tes actes. Ça veut dire que si le système de justice en est venu à la conclusion que c'est une loi discriminatoire, s'il y a un parlement, s'il y a un gouvernement qui a quand même envie d'aller de l'avant, qu'il y aille en conséquence il va dire, tu sais, regarde, qu'ils nous regardent dans les yeux, là, puis qu'ils disent, regarde, je vous discrimine, mais je trouve que c'est quand même assez important. Je mets la clause dérogatoire, puis on n'en parle plus. En tout cas, on en reparlera dans 5 ans. Mais c'est ça qui est arrivé, Salim. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il l'a fait à l'avance. Non, mais il l'a fait à l'avance. Pourquoi? Parce qu'au moment où on se parle, regarde, on pourrait inviter M. Jolin Barrette, que j'aimerais d'ailleurs recevoir parce que je le trouve très bon à ben des égards. Pas d'accord avec lui, par exemple, mais je le trouve très bon. Mais si M. Jolin Barrette était là, puis je lui disais, Monsieur le ministre, la loi 21 que vous avez adoptée en 2019, là, est discriminatoire. La loi 21, là, vous la défendez, là, elle est discriminatoire. Il va me dire, ben, je suis pas d'accord avec toi, ça, elle est pas discriminatoire. Il m'a dit, ça, selon toi, elle est discriminatoire. Puis moi, je lui dis, non, selon la cour supérieure, elle est discriminatoire. Il me dit, oui, mais la cour d'appel a renversé ça. Non, monsieur le ministre, elle n'a pas renversé ça. Vous êtes ministre de la Justice, vous devriez le savoir. Elle n'a pas renversé ça. Elle a renversé le droit à l'utilisation de la clause dérogatoire. Ça, oui. Et l'histoire aussi sur les commissions scolaires anglophones. Ça, elle l'a renversé, mais elle s'est pas prononcée sur le fond. La Cour suprême va peut-être le faire. Mais à partir du moment où il n'y a personne, il n'y a pas une autorité juridique qui est capable de dire oui, effectivement, elle est discriminatoire selon telle loi. Parce que toi, tu dis que, en fait, en utilisant la clause dérogatoire à l'avance, les cours se sont vus prononcer sur ce fait-là et non sur le fait que la loi soit discriminatoire, parce que je pense qu'ils l'ont fait. Ils ont dit que la loi est discriminatoire, mais il n'y a rien qu'on puisse faire parce que la clause dérogatoire a été appliquée. Ça, c'est exactement ce que la Cour supérieure a dit. Sauf que la Cour supérieure a dit aussi qu'elle n'avait pas de compétences sur certaines affaires et qu'il fallait aller en cour d'appel. En cour d'appel, la Cour d'appel a juste dit la clause dérogatoire est là. Fait que moi, je regarde même pas à l'intérieur du fond parce que elle est là. Ça sert à rien que je parle du fond. J'ai même pas besoin de dire, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui vont te dire non, mais regarde, tant qu'il y a encore de la place à contestation, ben il y a rien qui dit que officiellement qu'elle est. Alors que moi, je te dis, si un citoyen ou des citoyens ou des groupes de citoyens contestent une loi, que cette loi-là, on dit d'elle qu'elle est discriminatoire, puis que le gouvernement de la CAQ veut aller de l'avant avec, ben, juridiquement, il peut aller de l'avant avec. S'il considère que c'est assez populaire, puis qu'il veut plaire à une majorité, etc., fais-le. Mais assume le fait qu'elle soit discriminatoire. Mais au moment où on se parle, il ne veut pas l'assumer et il n'y a rien qui l'oblige à l'assumer. Donc, politiquement, il a le beau rôle. Le beau rôle de dire moi, je suis pour la laïcité, je vous protège, je protège le gouvernement de l'influence des religions, puis dans les écoles, les professeurs, et blablabla, etc. Mais oui, mais d'abord, si seulement la loi 21 véritablement faisait ça, parce que si vraiment elle faisait ça, on le saurait, il n'y en aurait pas eu de problème à Bedford, entre autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut, dans une société démocratique, tu peux pas dire à quelqu'un, OK, je passe une loi, même si ça t'enlève un droit fondamental, tu n'as même pas le droit à la parole. Devant un tribunal, bien sûr. Parce que, bon, ensuite, des gens qui ont manifesté, il y en a plein. Des gens qui sont arrivés avec des macarons anti-loi 21, il y en a plein, etc. Mais c'est ça. Fait que... Mais là, on a parlé beaucoup du fond, mais... Mais Salim, oui, puis je veux qu'on parle un peu des répercussions de cette décision-là qui, potentiellement, va arriver peut-être juste avant les élections. Et, tu sais, au niveau politique, comment ça va influencer un peu le contexte. Mais... Juste pour finir ce que tu disais, les gens,
il y avait l'opportunité de se prononcer à l'élection de 2022. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont réélu la CAQ. Donc, tu sais, M. Legault, c'est juste un autre argument pour dire, ben, écoutez, j'ai eu un mandat fort en 2022. Je veux pas croire que les gens sont pas d'accord avec ce qu'on dit ou ce qu'on propose. D'abord, OK, très bien. Bon, d'abord, la légitimité politique, elle a été très forte pour monsieur Legault. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, on a plébiscité M. Legault en 2022 comme la population a plébiscité M. Legault. Bravo pour lui. Oui, c'est une bonne façon de dire politiquement que les Québécois étaient d'accord avec ce qu'il faisait, qu'ils étaient contents de ce qu'il faisait. Il n'y a pas de problème avec ça. Je te rappelle aussi qu'ils ont aussi changé d'avis sur le troisième lien, etc. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont dans la chenoute aujourd'hui. Mais bref, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est une chose. Mais les élections, c'est pas un tribunal. Et si c'est un tribunal populaire. Exact. Si c'est un tribunal, c'est un tribunal populaire. Puis, je m'excuse là, mais un état de droit, c'est pas un tribunal populaire. Parce que, excuse-moi, c'est pas parce qu'il y a une majorité de gens dans une société, dans un pays ou dans une province qui t'aiment pas la figure que t'as pas tes droits. Mm-hmm. Tu sais? Donc, t'as tes droits pareil. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Alors, moi je pense qu'il faut que ça aille... moi, je crois qu'il faut que ça puisse aller en justice. Que ce soit préventif, j'imagine que la Cour suprême est en train de faire son travail là-dessus, puis ils vont être en mesure d'expliquer en quoi il n'y en a pas de problème de l'utiliser de manière préventive. D'ailleurs, moi, je crois qu'il y a bonne chance que ce soit ça qu'ils disent. Moi aussi, parce que je pense pas qu'ils vont vouloir rentrer dans ces eaux-là. Mais tu sais, ça se peut aussi qu'ils demandent aux législateurs de devoir se prononcer, etc. Ça m'étonne parce que ça rendrait ça très, très, très politique, puis on rentrerait dans une impasse terrible. Mais regarde, je pense qu'on a assez parlé du fond et des techniques, mais il y a quelque chose quand même d'intéressant, puis je veux le dire parce que oui, il faut parler de la prochaine année en lien avec ce dossier-là. Moi, je salue M. Carney sur ça. Honnêtement. Puis les gens qui nous écoutent, là, franchement, ça n'a pas... Je pense qu'il y a quelques commentateurs ou quelques observateurs qui en ont parlé à la télé, mais je trouve que ça n'a pas assez été dit. Tu sais, on reproche toujours au fédéral de s'ingérer dans les affaires du Québec, puis de ne pas se mêler de ses affaires, puis de ceci, puis de cela, etc. Je vais juste vous rappeler la différence entre M. Trudeau et M. Carney. Puis je détestais pas la position de M. Trudeau sur la question, mais disons qu'elle était un peu plus invasive. M. Trudeau lui avait dit, moi, la loi 21, si elle se rend en Cour suprême, je vais m'en mêler. Mm-hmm. Donc, je vais demander au gouvernement de la combattre sur le fond, parce qu'il la juge lui-même discriminatoire. Et je demanderai au gouvernement de s'y opposer aussi sur la forme, c'est-à-dire l'utilisation de la clause dérogatoire. OK? Monsieur Carney, lui, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Lui, il a déposé un mémoire. Enfin, le gouvernement, à travers le procureur général, je crois, du Canada, a déposé un mémoire qui est spécifique juste à l'utilisation préventive de la clause dérogatoire. Il n'a pas parlé du tout de laïcité ou du Québec là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il considère que c'est un débat québécois, un débat de la province du Québec, et non pas... C'est pas à lui, comme gouvernement fédéral, de s'en gérer. Alors, il la trouve pas bonne. Non seulement il la trouve pas bonne, mais probablement qu'il doit la trouver discriminatoire aussi, puis qu'il doit la trouver épouvantable, comme moi je la trouve épouvantable, j'en suis sûr. Il reste qu'il a agi en homme d'État en se disant, moi je suis premier ministre du Canada, je suis pas premier ministre du Québec, je suis un politicien fédéral, pas un politicien provincial. Je n'ai pas à m'ingérer dans un débat qui est entre Québécois. Ouais. Mais par contre, j'ai une responsabilité comme Premier ministre du Canada. C'est de défendre la Constitution et la charte qui est enchâssée dedans. Et
la Constitution et la Charte, il y a une conception de l'utilisation de la clause dérogatoire. Puis là, ce que tu veux pas, c'est que ce jugement de la Cour suprême qui s'en vient, la prochaine semaine, prochain mois, je ne sais pas trop, fasse jurisprudence partout au Canada, puis que la Cour suprême dise seulement « Oh, OK, on peut l'utiliser n'importe quand, n'importe comment », puis là, tu pourrais avoir dans les parlements partout au Canada et même au gouvernement fédéral, éventuellement, Poilievre avait déjà dit « Moi, je l'utiliserai, personne ne va m'emmerder avec ça ». Tu sais, il suffit que tes projets de loi commencent par « nonobstant ». Parce que la clause dérogatoire, on appelle ça aussi la clause nonobstant, parce que tu dis nonobstant la Constitution ou nonobstant la Charte des droits et libertés, blablabla. Ouais. Nonobstant. Mais, mais donc, c'est parce que dans ce cas-là, tu pourrais faire en sorte qu'il n'y ait pas une loi au Canada qui soit contestée ou contestable. Ouais. Donc, dans le fond, à quoi même servirait la Charte des droits et libertés? On pourrait peut-être la flusher, on déchire ça, on la met à poubelle, on n'en a plus, that's it, that's all, tu vois? Ouais. Et c'est pour ça que moi je dis, si au moins on ne pouvait utiliser la clause dérogatoire qu'après un jugement, au moins tu vas l'utiliser de manière chirurgicale. Tu vas te dire, OK, je sais que la Cour me donne tort, mais je le veux pareil et je vais mettre ma clause dérogatoire, puis ça va régler l'affaire. Ouais. Mais là, tu le fais avant, donc il n'y a plus de discussion. Puis George, je sais, les gens, là, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Mais on vit une époque qui est quand même assez particulière. S'il y a des gens qui pensent que la belle démocratie dans laquelle on vit aujourd'hui, qu'on a hérité de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ici au Québec, pas les miens parce qu'ils ne vivaient pas ici, mais ni les tiens, je crois, d'ailleurs. Mais mais en tant que Québécois, hein, quand on considère Québécois, moi, les générations qui ont précédé ici au Québec, je considère que si j'adhère au Québec, j'adhère à tout ce qu'ils ont fait et je respecte comme si c'était mes propres grands-parents, là, tu comprends? Mais si on pense que cette démocratie-là, c'est de l'acquis, puis que c'est correct, là, puis toi, tes enfants et mes enfants qui ont à peu près le même âge et les enfants des voisins, etc., ils vont pouvoir en bénéficier encore, puis leurs enfants aussi, etc., parce que ça y est, on a atteint un point démocratique, merci, bonsoir, c'est terminé. On se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Ça, c'est terrible, c'est terrible. Parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, non, c'est sûr qu'on n'est pas sorti du bois. Les dérives parfois autoritaires, etc., puis Dieu sait ce que je les aime, les États-Unis. J'adore ce pays. Tu sais, puis d'ailleurs, c'est ça qui me fait le plus de mal. Si ça avait été un pays lambda que j'aimais pas, je m'en foutrais. Mais tu sais, j'adore ce pays. C'est un modèle. Ça a été, en tout cas, un modèle jusqu'à récemment. Tu sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que les démocraties sont en train de s'effriter. Les droits et libertés sont en train de s'effriter. Et à chaque fois, on se dit, ouais, c'est pas grave. Non, mais on n'arrivera jamais à ça. Non, mais tu sais, c'est comme. Mais oui, jusqu'à temps qu'on s'y retrouve. Parlons un peu maintenant. Tu sais, comme tu as dit, on a beaucoup parlé du fond, là, mais il va y avoir des répercussions politiques au Québec. Puis évidemment, on peut parler hypothétiquement. On ne sait pas qu'est-ce que la Cour suprême va rendre comme décision. La question pour moi, évidemment, ça revient toujours au niveau politique et encore plus au niveau stratégique parce qu'il y a des élections provinciales qui arrivent l'année prochaine. Si tout va bien, ça va être en octobre. Si jamais M. Legault décide de les déclencher plus tôt, on peut avoir des élections plus près du printemps. Et là arrive ce thème-là. Et n'oublions pas une chose, puis on a discuté de ça pas mal sur le balado Salim, la question du nationalisme québécois. Et ça, c'est quelque chose que M. Legault a misé très fort pour sa victoire en 2018, pour sa victoire en 2022. J'ai l'impression qu'il garde ça toujours en haute priorité pour sa prochaine élection aussi. C'est sa raison d'être, là, presque, du parti, je veux dire. Tu comprends?
Par contre, il y a un autre parti au Québec qui, en passant, il est premier dans les sondages, qui lui aussi a une opinion sur ce projet de loi-là. Et c'est une opinion qui va beaucoup plus loin que celle de la CAQ. Et comme tu as bien mentionné, pas au dernier épisode, mais celui d'avant, on parlait justement de ce thème-là. Quand vient une question de nationalité québécoise, du nationalisme québécois, c'est le PQ qui mène toujours. Tu sais, ça revient toujours au PQ. Et on est premier dans les sondages, on est premier dans les intentions de vote comme premier ministre, puis en plus, c'est comme si tu leur offres un cadeau au printemps. Je ne sais pas quand est-ce que la décision, j'imagine qu'il va y avoir des représentations à la Cour suprême, ça va prendre quelques semaines. Là, on tombe dans les vacances de Noël. D'après moi, peut-être au mois de février, mars, autour de là, on devrait avoir une réponse de la Cour suprême. Boum, on est en année électorale ici au Québec. Le PQ, là, je pense pas qu'il aurait pu espérer pour un meilleur cadeau. Et là, je ne sais pas si M. Legault pense qu'il va pouvoir rebondir avec ça parce que c'est son cheval de bataille, le nationalisme québécois. Mais attention, parce que le PQ, tu sais, on fait pas ça souvent, mais depuis l'élection de 2022, on dit sur ce balado « Watch out pour le PQ »,« Watch out pour Paul Saint-Pierre Plamondon ». Il y a quelque chose de spécial. Il y a un don d'aller sélectionner des thèmes sur lesquels le PQ est un maître. Et ils ont pu trouver des stratégies pour se mettre le spotlight sur eux, et ça marche. Ils ont gagné toutes les élections partielles. Ils sont premiers dans les sondages. Un sujet comme ça, là, je ne vois pas comment le PQ ne sortira pas gagnant avec ça. C'est un cadeau qu'on leur offre. Et l'autre question, le PLQ est où là-dedans? Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont complètement perdus. Ils l'ont toujours été, d'ailleurs, avec la loi 21. Toujours. Et je ne suis pas trop sûr si M. Legault va pouvoir rebondir de ça, premièrement. Le PLQ, il est perdu. Et c'est un cadeau qu'on offre au PQ. On leur dit bravo, voici les amis du PQ. Bonne chance aux élections qui arrivent dans quelques mois. On vous offre ça sur un plateau d'argent. Écoute, je t'écoute, puis je suis pas mal d'accord avec toi. En fait, c'est un peu particulier parce que cette semaine, il y a eu un sondage où on a vu que M. Legault était aussi impopulaire, lui et son gouvernement. Enfin, pardon, il était plus impopulaire que son parti. Non, mais oui, mais au-delà de ça, il était plus impopulaire. Il est plus impopulaire aujourd'hui que le Parti libéral du Québec l'a été après 15 ans de pouvoir. Donc, plus impopulaire, lui, à 1 an de la fin de son deuxième mandat, que Philippe Couillard en 2018, après près de 15 ans de règne libéral. T'sais? Ça va mal pour la CAQ. Y a quelqu'un qui me disait récemment, parce qu'il me parlait d'une époque où moi j'étais pas né. Oui, j'ai des amis, et heureusement, qui sont des érudits et des anciens qui ont vécu certaines époques que moi je n'ai pas vécues, notamment parce que j'étais pas né. Mais en 1976, Robert Bourassa, après son premier passage comme premier ministre, les journaux titraient « L'homme le plus détesté du Québec ». Puis évidemment, ça coïncidait avec l'émergence d'une personne qui est avec beaucoup de charisme, qui est nul autre que René Lévesque, qui a pris le pouvoir en 1976 et de manière quand même assez spectaculaire. Gros référendum, c'est-à-dire il s'est fait élire avec l'idée bien sûr de faire du Québec un pays, donc il a organisé le référendum de 1980. Bon, l'histoire on la connaît par la suite. Donc tu sais, mon parallèle que je vais faire en passant 76-2026, ça serait 50 ans.
Genre 50 ans plus tard, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va faire de lui un René Lévesque, aller battre l'homme le plus détesté du Québec? J'exagère là. Ok. Je veux dire, je comprends. Okay. Monsieur Bourassa à l'époque, Monsieur Legault aujourd'hui, s'emparer de ça, lui qui veut absolument organiser un référendum dans un premier mandat, malgré que les gens dans les sondages qui disent qu'ils vont voter pour lui, la grande majorité ne veulent pas. Non, ils veulent pas un référendum. Ils veulent pas de référendum, mais ils veulent quand même de lui, en tout cas selon toute vraisemblance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à un potentiel changement, je sais pas, ou potentielle erreur de sa part, je sais pas. Quand tu as 45% dans le vote francophone, Salim, c'est un énorme appui. Oh, c'est l'indicatif le plus important selon moi. Puis on a beaucoup d'amis au Parti libéral qui nous disent ouais, ça va bien, on augmente les chiffres. Et moi, je dis, guys, regardez tous les chiffres que vous voulez, là. Le seul chiffre qui importe, c'est votre appui auprès du vote francophone. Puis si vous n'arrivez pas à aller chercher au moins près de 25%, oubliez vos aspirations de gouverner. Là, au PLQ, ça a même baissé de 2 points chez les francophones. Là, je pensais passer de 17 à 15, si je me trompe pas. Ouais, en tout cas, ben regarde, c'est ça, c'est ça qui est ça. On va voir, mais à ta question de le momentum avec cette histoire de Cour suprême, avec un nationalisme, il faut pas juste dire nationalisme québécois parce que tu sais, ça prend toutes ses formes. Parce que moi, je me définis comme nationaliste québécois. Moi, je laisserai personne penser ou dire que je suis pas nationaliste québécois dans... Bien sûr, ma définition aussi du nationalisme. Mais moi, ma définition du nationalisme, c'est pas un nationalisme identitaire. Ouais. Ça ne veut pas dire que l'identité québécoise n'est pas importante pour moi, mais un nationalisme identitaire, celui où tu commences à hiérarchiser qui est un bon Québécois et qui est un mauvais Québécois, qui est le plus représentatif des Québécois. Non, mais parce que rendu là, moi, je suis plus Québécois du tout parce que je suis né ailleurs, parce que justement, tantôt, on parlait de nos grands-parents, moi, j'en ai pas ici, etc. Alors, non, moi, je suis un nationaliste québécois parce que moi, l'intérêt supérieur du Québec à l'intérieur du Canada et sur la scène mondiale est très important et que moi, l'identité québécoise rayonne, c'est très important. Puis l'identité québécoise, elle rayonne bien sûr par des aspects, si tu veux, culturels. Évidemment, le français en premier, ça c'est sûr. Tout ce qui décline la culture francophone, donc bien sûr l'art, la musique, le cinéma, le théâtre, tout ça. D'ailleurs, on devrait en faire plus parce que sincèrement, on est bon, mais on n'en fait vraiment pas assez. Il y a peut-être un problème de marché et d'argent. Et ça, c'est pas la faute des gouvernements. C'est la faute au fait qu'on soit juste 9 millions de personnes. Mais dans le nationalisme québécois, il y a différents nationalismes. C'est-à-dire, chacun a sa définition de nationalisme. Et dans le volet identitaire, pur, dur, que la CAQ nous a montré, mais qui est encore plus prononcé chez le PQ, c'est sûr qu'une décision de la Cour suprême qui ne plaise pas au PQ, ils vont l'utiliser pour se donner du gaz. Là, ça va donner du... Donc, admettons, la Cour suprême arrive et elle dit, bon, d'abord, la clause dérogatoire de manière préventive, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que faut pas enlever la possibilité à quelqu'un, minimalement, au moins, d'aller devant un tribunal pour contester un truc. Vous pouvez l'utiliser après si vous voulez, mais pas avant. Ça se peut. Puis en plus, la Cour suprême pourrait aussi dire, puis je vous rappelle que sur le fond, votre loi est discriminatoire. Elle est discriminatoire. Écoute, là, c'est la fin. C'est la fin. Je te dis, Salim, le Parti québécois n'aura pas assez de chemises à déchirer. Non, mais la CAQ aussi, il ne faut pas croire. Mais d'ailleurs... Oui, mais c'est plus le terrain de jeu du PQ. C'est ça qu'on est en train de dire. OK, on peut le dire aussi. C'est aussi les péquistes de la CAQ. Dans le sens, good way. Ouais, c'est une bonne façon de le dire. Non, mais c'est vrai. Ceux qui sont
disons, de tendance moins identitaire à la CAQ, plus, disons, un peu plus libéraux. On parle surtout ceux qui sont plus dans les sphères économiques là, et autres. À la CAQ, là, c'est pas des péquistes. Là, puis, par contre, les identitaires à la CAQ, c'est tous des souverainistes. Ouais. Jolin Barrette, c'est un souverainiste. Bernard Drinville, c'est un souverainiste. Jean-François Roberge est un souverainiste. Ben, je te rappelle, François Legault aussi, c'est un souverainiste. Alors, être souverainiste, ça veut pas dire qu'ils veulent un référendum. On le sait bien qu'ils en veulent pas, puis ils le disent, qu'eux autres, c'est la troisième voie, puis... Mais... S'il devait y avoir un référendum demain matin, dans quel autobus ils vont monter? Ouais. Du oui ou du non? Ben oui, c'est clair. Est-ce que toi, tu vois Bernard Drinville dans l'autobus du non? Ben non. Bon, ben c'est ça. Ben non. On va finir, on va rester avec la CAQ parce que, ben, comme on dit, à l'approche des élections, on a parlé évidemment du remaniement qui a été effectué la semaine passée. Et il y a pas mal de personnes, il y a quelques personnes qui n'étaient pas contents, mais cette semaine, on sort ça dans le public, c'est sorti, on sort la poubelle, on la met devant Maïté Blanchette-Vézina, la députée de Rimouski, ancienne ministre qui a été écartée de M. Legault, qui d'ailleurs, dès le premier jour, a signalé son mécontentement de ne pas avoir réintégré le Conseil des ministres. Ben, elle a annoncé hier, aujourd'hui c'est jeudi, donc hier, mercredi, juste après le caucus de la CAQ, qu'elle démissionnait du caucus et qu'elle allait siéger comme indépendante. Je peux pas dire que je suis surpris. Et moi, ce qui m'intéresse plus, et c'est la question que les journalistes lui ont posée, mais qu'elle a été très, très, très attentive à ne pas répondre à cette question-là, c'est est-ce qu'il y en a d'autres comme vous dans le caucus? Est-ce qu'on risque d'avoir d'autres personnes qui vont quitter et siéger de façon indépendante? Évidemment, elle ne peut pas répondre au nom de ses collègues. Reste à voir. Et les journalistes aussi étaient très, très, très attentifs à remarquer que ni Bonnardel était au caucus, ni M. Lamontagne était au caucus. Je pense qu'il y a un troisième, là, j'oublie le nom, mais est-ce qu'eux autres, ils vont revenir? Est-ce qu'eux autres, ils vont suivre Mme Vézina et M. Girard, qui lui, on l'a mis dehors? M. Girard. Dufour. C'est-tu Dufour? M. Dufour. M. Girard, il y en a deux qui sont ministres. Ah, ben c'est vrai. Ouais, excuse-moi, c'est M. Dufour qu'on l'a mis dehors. Donc, eux autres, ils vont aller rejoindre Yuri Chassin. Puis, c'est intéressant. C'est intéressant de voir cette dynamique-là, une nouvelle dynamique. M. Legault, qui, comme on a dit plusieurs fois, il a fait une nouvelle équipe, premièrement, pour se préparer aux élections de l'année prochaine. Deuxièmement, il a voulu envoyer un message comme quoi que, bon, regarde, je comprends que la population est frustrée, donc voici les gros changements que je vous ai promis. On a mentionné au dernier épisode que c'était pas si gros que ça, finalement. Il y a eu quelques déplacements ici et là, mais en gros, c'est pas mal les mêmes visages, sauf celui de Bonnardel, malheureusement, qui a été sacrifié. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup de voir, en arrière-scène, les frustrés. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qui va arriver? Puis ça me ramène à l'époque de Dominique Anglade, où on sortait dire non, on est unis. Puis c'était le chaos complet en arrière-scène. Là, les couteaux étaient sortis, ils étaient aiguisés. Est-ce qu'on va voir quelque chose comme ça? Est-ce que Mme Vézina, c'est la Chrystia Freeland de M. Legault? Est-ce que c'est elle qui a poussé la boule de neige en bas de la montagne, puis dans 1, 2, 3 semaines, peut-être un mois, on va voir un premier ministre qui va devoir quitter. Je sais pas. Écoute, je sais pas si elle va être la Chrystia Freeland de M. Legault. Je sais pas. Honnêtement, je ne pense pas. Je crois que... En passant, encore, ouais. Désolé, c'est son Simon? Ouais, Simon, c'est moi qui interromps aujourd'hui, là. Non, mais elle a dit dans sa conférence de presse qu'elle invite sérieusement M. Legault à faire une réflexion. Ça, c'est grand. Ça, c'est important. Mais je veux juste te dire, c'est sûr qu'elle a fait mal
sincèrement, je pense qu'elle a fait mal. Je pense qu'elle a appuyé aussi là où ça faisait mal. Ayant été au Conseil des ministres et au caucus pendant les 3 dernières années, ayant aussi plein de collègues, amis, etc., elle a su quoi dire pour faire mal à M. Legault. Alors, est-ce que ça fait mal? C'est sûr que ça fait mal. Puis, en plus de ça, M. Legault est arrivé avec un nouveau conseil des ministres. Il a mis de l'énergie, il a fait son caucus pour bien préparer les choses. De ce que je comprends, ça allait quand même bien dans le caucus là, qui s'est passé et tout. Puis, toute dernière minute, toute dernière période du caucus, à la toute fin de la journée, les députés pouvaient prendre la parole. Elle a pris la parole, elle a lu sa lettre qui était destructrice. Écoute, oui, t'as raison, hein, elle a pas voulu se prononcer sur y a-t-il d'autres députés qui pensent comme elle. Évidemment, elle parlera pas en leur nom, c'est ça qu'elle a dit. Mais sa réponse, qui n'était pas nécessairement très claire, laisse entendre que oui, il y en a des gens qui sont pas contents. Il y a des gens aussi qui pensent que c'est le moment pour M. Legault de partir. Mais tu sais, à l'approche des élections, Salim, tout le monde commence à penser à leur siège. Puis si dans les sondages, ça va pas bien, puis si dans les sondages, on a un potentiel d'avoir 0 siège, ben c'est sûr et certain que les députés vont commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est toi la personne qui va nous mener à la prochaine campagne et me causer ma défaite? C'est une question très importante qui est posée. Tu sais, il y a un inconvénient à avoir gagné 90 sièges aux élections. Il y avait beaucoup de bouches à nourrir, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des gens qu'il fallait trouver, ceux qui devaient être ministres, ceux qui devaient être adjoints parlementaires, ceux qui devaient être nommés sur des commissions, etc., etc. Puis, tu sais, dis-toi un truc, c'est que dans ce caucus-là, il y a énormément de députés. D'abord, si tu les vois, tu les reconnaîtrais pas. Parce que même s'ils sont là depuis un certain temps, on les voit presque pas. Non, ils sont inconnus au bataillon. Tu sais, ces gens-là, on va se le dire assez directement et franchement, toi et moi. C'est des gens qui soient députés au pouvoir ou députés dans l'opposition, ça change pas énormément. Je parle de leur vie de député. Ensuite, évidemment, quand tu es du côté des députés du gouvernement, dans ton village, dans ta circonscription, tu as accès au ministre. Tu deviens un peu un kingpin, là, tu comprends. Et puis là, tu dis, moi, là, je vais donner ça à mon collègue, je vais le croiser au caucus, je vais lui parler, etc. Puis donc, ta population, elle te prend plus au sérieux, etc., que quand tu es dans l'opposition. Mais fondamentalement, c'est-à-dire au-delà du côté, oui, je peux faire ci, je peux faire ça, un député, là, qui a aucune chance d'être ministre, aucune chance d'être président de commission, aucune chance d'être adjoint parlementaire, aucune chance de faire quoi que ce soit d'autre que se lever quand on lui demande de se lever puis de s'asseoir quand on lui demande de s'asseoir. Tu sais, pour cette personne-là, être à l'opposition ou au pouvoir, ça ne change rien. Donc, à la limite, comme tu dis, au moment où on se parle, il y en a certains qui se disent, avec M. Legault à l'élection, je perds mon siège. Sans M. Legault à l'élection, j'ai 50% de chance de garder mon siège. Qu'est-ce que tu penses que ce député-là va dire? Ben, je préfère prendre 50% de rester député, même si... Parce que l'affaire, c'est que toi et moi, quand on analyse ça froidement de loin, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ben ouais, mais de toutes les manières, il est déjà tard pour changer. Impossible que le prochain chef caquiste puisse gagner l'élection. C'est trop tard. On a déjà des preuves que ça marche. Oui, mais attends, il y avait un contexte très particulier, celui de Trump, etc. Puis moi, j'y crois pas aux choses qui se rééditent. Mais à la limite, s'il avait fait un Monsieur Ford de lui-même, peut-être, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai même beaucoup de misère, quand bien même ils aient un nouveau chef, là, Jolin Barrette, ou peu importe, au mois de janvier, ou Mme Guilbeault, peu importe. Moi, je pense que les carottes sont cuites pour la CAQ l'an prochain. Mais ça, c'est Salim qui essaye d'analyser. Mais si j'étais député caquiste, en me disant j'ai 0% de chance de me faire réélire avec François Legault comme chef, ou 50% de me faire réélire avec un autre chef, ben mon choix, mais oui.
il pense même pas à la victoire, genre faire le gouvernement. Non. Il pense juste à son siège. Ouais. En ce moment, il y en a beaucoup, là. Beaucoup. Non, mais tu t'imagines, Salim, de partir de 97 sièges à 0. 90. Whatever. 90 à 0. Ben, 0, on verra. Mais selon le sondage, là, tu sais. Ben, selon les agrégateurs de sondages, etc., là, ils disent que la CAQ pourrait se retrouver avec 0. Ben, si la CAQ est plus impopulaire que le PLQ en 2018, sachant que le PLQ, lui, pouvait pas descendre en bas des 21 sièges qu'il avait fait élire, 21, mais tu sais, je veux dire, Dominique Anglade, son comté a été perdu aux mains de Québec solidaire par la suite. C'était une partielle, par contre. Mais ça veut dire que pour la CAQ, oui, ils peuvent tomber à 3, 4, 5 députés. Là, c'est pas impossible. Mais bon, ça va aussi dépendre de à quel point le PLQ, le PQ va être haut et fort. Avec 45% chez les Franco, c'est quand même pas mal fort. Et ça va dépendre aussi de comment le PLQ va performer. Parce que bon, aujourd'hui, on ne voit pas nécessairement d'éclaircies solides au PLQ. Mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que il reste deux éternités. On dit une éternité, c'est 6 mois. Là, il reste 2 fois 6 mois. Il reste 1 an. Il reste 2 éternités. On dit qu'une éternité en politique, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon, il pourrait s'écraser quelque part? Ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose en lien avec la souveraineté qui vienne effrayer? Y a-t-il quelque chose dans l'actualité politique, économique, peu importe, qui pourrait changer la donne? Tu ne sais pas ce qui peut se passer et parfois on peut être très surpris. Je te rappelle que même Justin Trudeau en 2015, c'était pas dit qu'il gagnait. Là, c'est celui qui devait gagner. Là, celui que les sondages promettaient, c'était Tom Mulcair avec le NPD. Oui, effectivement. Bon, on va mettre un point là-dessus, les amis. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Une petite note pour la semaine prochaine, on risque de ne pas avoir un épisode. Pas si grave que ça. Ça arrive, les horaires, des fois, c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous voulez, prenez le temps d'aller vous mettre à jour avec les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés. Faites-vous un cadeau. On a 100... Je me rappelle pas du nombre, le 118. T'imagines quelqu'un qui écoute le podcast numéro 2. Là, il y a du chemin à faire. Là. Il y a du chemin, là. Mais encore une fois, merci beaucoup à tous et on va se voir la semaine d'après. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye.